Salut, bienvenue sur Mediapart. Ils et elles sont économistes. Ils viennent d'écrire un livre qui s'appelle « Histoire du conflit politique » qui enquête sur 250 ans de données électorales et les enseignements qu'on peut en tirer. Il est à l'Assemblée un des porte-voix des luttes sociales, député LFI de la Somme, de plus en plus suivi et écouté alors que se pose la question d'une future succession de Jean-Luc Mélenchon. Qu'ont à se dire deux économistes engagés qui s'interrogent sur les données électorales et un député qui cherche à faire regagner la gauche dans un contexte hostile dans À l'air libre ce soir, avec à côté Mathieu Dejean, journaliste politique à Mediapart. Salut. Débat entre Thomas Piketty, Julia Cagé, François Ruffin. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. C'est parti. Alors c'est un peu le livre politique de la rentrée, finalement, une somme de 1000 pages qui se vend apparemment très bien, et écrit par vous, Julia Cagé, bonjour à nouveau, professeur d'économie à Sciences Po, autrice notamment du prix de la démocratie, et vous, Thomas Piketty, dont les travaux sont connus bien au-delà de la France, notamment le Capital au XXIe siècle, et puis donc ce débat avec François Ruffin, député LFI de la Somme, dans un instant. Mais d'abord, on vient sur votre livre, Une histoire du conflit politique. C'est un livre fondé sur une énorme base de données que vous avez compilée. C'est les résultats de toutes les élections en France métropolitaine depuis la Révolution, à l'échelle communale. Et ces données, vous pouvez les retrouver sur un site qui s'appelle unehistoireduconflitpolitique.fr. C'est le site du livre. Alors, je vais résumer déjà, et après je vous donne la parole, les principaux enseignements, si on peut résumer les principaux enseignements de ce gros livre. Moi, j'ai retenu que, premier enseignement, que le vote Macron est le vote le plus bourgeois de l'histoire de France. Ça, c'est quand même intéressant. Que les inégalités entre les territoires dans la France d'aujourd'hui sont redevenues à peu près aussi grandes qu'elles l'étaient en 1860. Que la participation électorale, elle a chuté, ça on le sait, mais qu'elle chute, en fait, elle a chuté rapidement dans l'histoire depuis la fin des années 80, alors qu'avant, elle était plutôt à un niveau élevé. Et donc, vous dites, c'est une crise inégalée de notre système politique. Vous nous dites aussi que la France, elle est actuellement coupée en 3 blocs. Alors, le bloc de gauche social-écologique, un bloc libéral-progressiste, on va dire macroniste, là, pour aller vite, et puis un bloc national-patriote, donc de droite extrême et d'extrême droite. Et vous nous dites, bah attention, c'est pas nouveau, en fait, ça a déjà existé dans l'histoire de France, notamment entre 1848 et 1900, le début des 1910. Vous nous dites aussi que pour vous, le clivage gauche-droite qu'on dit dépasser a peut-être de l'avenir. Et puis enfin, que vous faites le constat que la France rurale vote de plus en plus pour le RN, boude clairement les écolos, ça c'est un constat important, et que la gauche, les gauches, doivent s'intéresser davantage aux préoccupations de ce que vous appelez la France, le monde des bourgs et des villages qui se sont souvent pas abandonnés, abandonnés et pas écoutés. De tous ces enseignements que j'ai un peu listés là, lequel pour vous est le plus important, celui qu'il faut absolument saisir pour comprendre la situation politique dans laquelle on est, Julia Cagé? Je vais en prendre un que vous n'avez pas listé. Ouais. C'est le dernier enseignement du livre. Finalement, c'est le rôle croissant joué par ce qu'on appelle la classe géosociale aujourd'hui pour comprendre les différences de vote. Qu'est-ce qu'on appelle la classe géosociale? C'est la taille de la commune dans laquelle vous vivez, la taille de l'agglomération à laquelle vous êtes rattaché, votre revenu, votre capital immobilier, le fait d'être locataire ou propriétaire, votre catégorie socio-professionnelle, ouvrier, employé, la manière dont vous allez vous ancrer en fait dans un territoire et dans l'histoire de ce territoire, et puis aussi votre niveau de diplôme d'éducation. Tous ces facteurs-là, aujourd'hui, ont un pouvoir explicatif qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire. Donc en gros, aujourd'hui, on explique 70% des écarts de vote entre communes avec ces facteurs géosociaux. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que si vous intégrez là-dedans les questions d'identité, de religion, le pourcentage d'étrangers, vous augmentez le pouvoir explicatif très faiblement. On passe à 72-73%. Donc en fait, on a tendance à surfocaliser le débat, et notamment le débat médiatique sur la question des étrangers ou de l'identité, alors que c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Ce qui compte majoritairement, c'est les facteurs géosociaux. Juste pour donner un chiffre et un ordre de grandeur, c'est 70% aujourd'hui. En 1981, donc le vote Mitterrand-Giscard, qui d'habitude on voit vraiment comme voilà, le summum du conflit entre gauche et droite, ça n'expliquait que 50% des différences de vote. 30% en 1848. Donc voilà, les questions de territoire et les questions économiques et sociales ont repris une ampleur telle qu'on ne les avait jamais observées auparavant. François Ruffin, vous, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce livre? Vous avez dit, je crois, à la fête de l'UMA, c'est une bouffée d'air, ce livre. Oui. Je retiens, il nous faut reconquérir les classes populaires rurales. Il nous faut reconquérir les classes populaires rurales. Vous avez intitulé le débat « Comment ranimer la gauche ?»
c'est très pessimiste parce que la gauche, elle est bien vivante. Et elle est vivante à travers les 3 élections de Jean-Luc Mélenchon qui permet qu'on n'ait pas une gauche morte dans notre pays comme en Italie. Vous intitulez là le débat, la gauche a-t-elle un avenir ? Mais évidemment, elle a un avenir. Mais ce qu'il vient de dire est beaucoup plus optimiste que ça. C'est la gauche peut gagner. Et la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est comment la gauche peut gagner. C'est une discussion stratégique pour être majoritaire dans le pays. Et ce qui vient être démontré... Alors moi, c'est vrai que c'est un soulagement. Parce que je sors mon bouquin « Je vous écris du front de la Somme » l'année dernière, qui est une espèce de signal d'alarme depuis chez moi, depuis mon coin, où il y a en Picardie 8 députés sur 17 qui sont au Rassemblement national, dans un coin ouvrier, un coin industriel. On a le Nord-Pas-de-Calais qui subit à peu près la même chose. On a le Midi Rouge, on a la Lorraine, on a le Médoc, des anciens coins de gauche. Donc, normalement, ça devrait mettre la gauche en action, en ébullition. Comment on fait pour se réimplanter là ? Et je vois une espèce d'atonie, en vérité une forme de résignation. Et là, du coup, que vous veniez et que vous disiez, c'est là qu'il faut aller, si on veut gagner, c'est sûr que je le prends comme, vous l'avez dit, comme une bouffée d'air. J'analyse, moi, l'élection de 2022, les réussites de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, il faut les souligner. Les dom-toms, les jeunes des centres-villes et les cités. Et que la gauche retrouve droite-cité dans les cités, c'est très bien. Maintenant... Mais les territoires ruraux... Je vois 3 lacunes. Je vois une lacune démographique, pour ainsi dire. On ne peut pas être à 11% de retraités qui votent pour nous. C'est un gros souci dans une France qui vieillit et où les personnes âgées vont voter. On ne peut pas être faible sur, je dirais, entre 1 500 et 2 500 euros dans la classe moyenne inférieure ou quelque chose de cet ordre-là. On est battu par Marine Le Pen. Et troisièmement, ce que vous appelez, je trouve le concept magique, géoclasse, parce que finalement, vous venez expliquer ce que j'observe. C'est-à-dire que j'avais fait moi-même des statistiques sur où vivent les ouvriers de chez Goodyear, au moment de la fermeture, un peu avant la fermeture. Et sur 1000 ouvriers, il n'y en avait qu'un tiers qui vivait dans la métropole amiénoise, sachant que c'est jusqu'à 15 km d'Amiens. Ça veut dire que vous en aviez les 2 tiers qui étaient dans des bourgs à 20-30 km. Et donc c'est ce que vous mettez comme géoclasse en disant finalement les classes populaires ouvrières sont beaucoup dans les campagnes. Et donc voilà. Justement, ça permet d'aborder, Thomas Piketty et Julia Cagé, tout de suite un aspect saillant du livre et des enseignements de votre livre. Vous dites que la classe sociale n'a jamais été aussi importante pour comprendre les comportements du vote. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas un divorce aussi fort qu'on le croit entre les classes populaires et la gauche. Comment vous faites en fait pour le démontrer, sur quoi vous appuyez ? Alors, la nouveauté de ce travail, c'est qu'on a travaillé à partir des données au niveau des 36 000 communes qui n'avaient jamais été, qui étaient aux archives nationales, mais qui n'avaient jamais été numérisées avant les législatives de 1993. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur numérise depuis 1993 les résultats au niveau communal, les met en ligne, ça tout le monde les a. Mais toutes les élections précédentes, ça n'avait jamais été fait, c'était aux archives nationales. Donc il y avait des chercheurs avaient utilisé les résultats au niveau départemental, mais un département c'est très grand, et alors que les communes permettent de voir beaucoup plus finement qui vote pour qui. Donc nous on a numérisé les résultats au niveau le plus fin possible, donc communal, depuis toutes les législatives depuis 1848, toutes les présidentielles depuis 1848, et puis les principaux référendums depuis 1793, premier grand référendum sur la première constitution républicaine de la France, jusqu'au référendum européen de 2005, qui joue un rôle très important dans notre analyse. Et c'est vrai qu'un des résultats qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on a aujourd'hui une division, disons, des classes populaires urbaines et rurales, à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, on a cette idée que le monde rural vote toujours plus à droite. C'est vrai, dans tous les scrutins de 1848 à 2022. Mais pendant l'essentiel du 20e siècle, l'écart est en réalité assez faible. C'est-à-dire que de 1910 à 1992, l'écart est faible. Vous prenez l'élection de François Mitterrand en 1981, il a pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Et c'est pas parce qu'il a mis une affiche avec un clocher derrière lui, c'est une réalité lourde qu'on observe pendant l'essentiel du XXe siècle. Et selon nous, c'est ça aussi qui a permis la bipolarisation gauche-droite, parce que c'est ça qui a permis que finalement le clivage social l'emporte sur le clivage territorial, et que les classes populaires, urbaines et rurales, finalement, les forces politiques en présence avaient réussi à les convaincre que ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise. Aujourd'hui, depuis 30 ans, enfin c'est une évolution progressive mais qui s'est accélérée dans les derniers scrutins, on a un niveau de division des classes populaires urbaines et rurales qu'on n'avait pas vu depuis... division. Alors de division, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas pour les mêmes blocs. C'est-à-dire que les classes populaires urbaines votent à gauche, les classes populaires rurales votent à droite. On avait déjà ça entre les classes ouvrières et les classes paysannes fin 19e siècle. D'une certaine façon, à l'époque, le conflit socio-économique était presque plus facile qu'aujourd'hui à comprendre. C'est-à-dire que les différences d'aspiration entre des paysans qui voulaient accéder
accéder à la propriété terrienne des ouvriers qui étaient portés par des syndicats, des partis ouvriers qui avaient des objectifs, par exemple, de nationalisation de l'industrie. Bon, les différences d'aspiration étaient considérables. Et elles ont fini par être rapprochées au cours du XXe siècle, mais ça a été compliqué. Aujourd'hui, l'interprétation qu'on développe, c'est que c'est à nouveau un clivage principalement socio-économique, avec en fait des ouvriers qui, historiquement, étaient évidemment plus nombreux dans les banlieues et les métropoles, mais qui sont en fait, depuis les années 70-80, qui sont devenus plus nombreux dans les villages et les bourgs, et c'est l'exemple que donnait François, et qui ont subi vraiment de plein fouet la désindustrialisation, ont eu l'impression d'être abandonnés à la fois par la gauche et par la droite, qui ont été dans l'intégration commerciale européenne, alors que les employés des services, qui peuvent être encore plus pauvres que les ouvriers, c'est des employés de la restauration, du commerce, du nettoyage, du soin, des métiers que connaît bien François, qui ont des salaires très faibles, eux continuent de voter à gauche, et je veux dire indépendamment des origines. C'est-à-dire que quand on dit le vote populaire urbain continue d'être à gauche, c'est pas seulement les cités, les banlieues liées à des origines étrangères, c'est-à-dire que c'est indépendant en fait, du pourcentage d'immigrés, d'étrangers qu'il y a dans les banlieues en question. Donc c'est un vote socio-économique, et ça c'est très important, parce que ça veut aussi dire que le socle populaire de la gauche, aujourd'hui, est plus important que ce qu'on raconte parfois dans certains médias. On va prendre un exemple justement de ces terres où le RN est fort et où on a l'impression que s'exprime une demande sociale d'égalité et de justice très forte. Ce week-end, à Langres, en Haute-Marne, département plutôt à droite, historiquement, 2 circonscriptions, 2 députés RN, énorme manifestation contre la réorganisation des soins hospitaliers pour l'implantation de soins dans les zones les plus rurales du département. 7000 habitants à Langres, à peu près 6000 personnes selon les organisateurs dans cette manifestation, à l'appel d'un collectif qui s'appelle Égalité Santé. Et bien visible dans le cortège, il y avait les élus du RN, dont le député Christophe Benz, qui soutient cette manif et a fait de la défense de l'accès aux soins son dossier de la rentrée. Mathieu, c'est l'exemple d'une bataille politique sur les services publics qui est là, de fait, et pas portée par la gauche. Ouais. Du coup, ça m'intéresse d'avoir votre réaction, François Ruffin, à cette vidéo, à ce qui s'est passé à Langres, parce que ça semble rejoindre un paradoxe que vous constatez aussi, c'est-à-dire d'une opinion publique qui soutient massivement des mesures de gauche que peut porter la NUPES, la France Insoumise, sur la retraite à 60 ans, l'indexation des salaires sur l'inflation, le SMIC à 1 600 €, etc. Et pourtant, voilà, on constate que c'est pas la gauche qui profite de ce courant d'opinion, c'est plutôt le RN. On voit que c'est pas une question de programme, donc, puisque la France Insoumise à ce programme semble répondre à une demande populaire. Donc, quelle stratégie, en fait, pour combler ce fossé ? Il s'agit d'abord de bien le mettre de manière centrale dans le programme. Je pense que là, qu'est-ce qu'on doit rapporter aux classes populaires ? Ça nous dit quoi, Langres ? Langres, ça me dit qu'on a une demande qui est une demande de service public, c'est-à-dire une demande, pour moi, de stabilité. Les piliers de la République, c'est l'école, c'est l'hôpital pour l'État social. Et donc il y a une demande pour moi populaire de stabilité, et y compris sur la question du travail qui est pour moi centrale, de se dire, voilà, on peut s'asseoir sur un statut, on peut s'asseoir sur des revenus, et on doit être finalement contre la vie liquide d'Emmanuel Macron, ceux qui viennent dire, non, il y a des piliers qu'on veut reposer pour que les gens puissent se construire, voire construire tout court. C'est quoi la vie liquide ? C'est la vie où rien n'est sûr ? La vie liquide, c'est le truc de Bauman, là où on doit être dans la flexibilité, la mobilité en permanence, passer d'un emploi à un autre, d'un territoire à un autre, comme si on n'était pas installé à un endroit. L'agilité, bon, tout le macronisme est fondé là-dessus. Okay. Et donc, je pense qu'on doit être au contraire dans un souci de protection. La question du protectionnisme, par ailleurs, on a perdu face au Rassemblement national pendant longtemps, je le mets comme une étape, mais sur la question du travail. Pour moi, chez moi, c'est sur le travail qu'ils se sont installés. C'est-à-dire sur la délocalisation des usines et sur l'incapacité qu'a l'élite de protéger les salariés. Eh bien, on a perdu par le travail, on regagnera par le travail. On regagnera en assurant un travail stable qui donne une fierté aussi. La question de la fierté est quelque chose d'important. Si on vient juste dans les territoires ruraux en disant il n'y a plus d'école, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus... Ben non, ce n'est pas des territoires où il n'y a plus. C'est des territoires où il y a aussi des choses. Et donc il faut s'appuyer sur une fierté. La fierté de l'auxiliaire de vie, la fierté du cariste, la fierté du travailleur, mais aussi la fierté du coin d'où on est, enfin, la fierté du pays. Enfin voilà, je pense qu'il faut s'appuyer, construire une fierté, plutôt que d'être seulement sur du il n'y a pas, quoi. Thomas Piketty, Julia Cagé, sur Mediapart, Fabien Escalona, notre collègue Fabien Escalona, a fait une critique assez franche de votre livre. Il dit qu'en affirmant que les ressorts du vote RN seraient d'abord économiques et pas identitaires, ce qu'on commence à dire là depuis le début, voilà, on parle de zones en souffrance, en déshérence, et que du coup, voilà, vous occultez en fait une partie de la réalité et vous entretenez de faux débats.
Il cite notamment des chercheurs spécialistes du RN qui utilisent, de fait, ce que vous n'avez pas utilisé, c'est-à-dire les questions les enquêtes qui sont faites. On les utilise aussi, On cite les mêmes chercheurs dans le livre, c'est ça qui. Voilà. Après, alors justement, sans tomber dans un débat de chercheur à chercheur, on va rentrer là-dedans, on va regarder les différentes dimensions. En gros, voilà, est-ce que vous nous faites pas un livre pour nous dire non mais vous inquiétez pas, en fait, si on règle les questions de sentiment d'abandon dans les zones notamment rurales, en fait, ça ira, le RN, on pourra le contenir en évacuant un peu la dimension peut-être identitaire du vote RN anti-immigré. Il y a deux choses. D'abord, quand on a commencé le livre, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Donc ce résultat-là, en fait, sur l'importance des facteurs socio-économiques, on ne savait pas qu'on allait le trouver. Et c'est un résultat qui est important et ce n'était pas une hypothèse de départ. Première chose. Deuxième chose, on ne prétend pas expliquer 100% des comportements de vote. Il n'y a pas d'explication déterministe. On explique 70% des variations entre communes. Il y a aussi des variations assez fortes à l'intérieur des communes. Dans une commune, tout le monde ne vote pas de la même manière. Et tout le monde ne vote pas d'ailleurs. S'il y avait un sentiment anti-immigré extrêmement fort chez tous les électeurs des bourgs et des villages, on n'aurait pas 50% d'abstention et il y aurait un score beaucoup plus élevé pour Marine Le Pen que ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, et c'est quand même un résultat que nous permet l'analyse historique. Il y a eu historiquement un lien très fort entre le vote FN puis le vote RN et le pourcentage d'immigrés. On remonte à la présidentielle de 65 avec Tixier-Vignancourt. Vous avez un vote qui est urbain, favorisé, anti-immigré pour Tixier-Vignancourt. 74, Jean-Marie Le Pen. 88, Jean-Marie Le Pen. Encore en 95, on voit un vote FN qui est un vote urbain, plutôt favorisé et beaucoup plus forte dans les zones où il y a davantage d'immigrés. Et ça va s'inverser au fur et à mesure. Ça va s'inverser en 2002. 2007, c'est complètement inversé à partir de 2017-2022, où on voit une ruralisation du vote pour le Rassemblement national d'une part, et ça devient un vote qui est beaucoup plus populaire et qui n'est plus du tout associé, notamment avec le pourcentage d'immigrés dans la commune. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est récent et que ça peut revenir en arrière si on fait ce qui est intéressant, politiquement des choses intéressantes. Oui, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Il s'est passé deux choses au milieu de ça. Il s'est passé le fait qu'une partie de la droite traditionnelle, a commencé par Jacques Chirac, 91, le discours sur le bruit et l'odeur, Sarkozy, 2007, le Karcher, va aller... incorpore les discours et incorpore la part de l'électorat urbain favorisé qui votait pour l'extrême droite, qui se retrouve dans ces discours de Sarkozy-Chirac et qui va voter pour Sarkozy-Chirac, ce qui fait que le RN se retrouve de fait avec un électorat beaucoup plus populaire. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, ce que mentionnait rapidement Thomas tout à l'heure, c'est le rôle joué par Maastricht en 1992 et le référendum de 2005 et les conséquences que ça a, notamment en termes d'ouverture au commerce international, concurrence, désindustrialisation. Et de facto, 92, c'est la gauche au pouvoir. 2005, vous avez toute une partie de la gauche qui soutient le traité constitutionnel. Et ça explique pourquoi, du coup, aujourd'hui, une partie des électeurs rendent coupable la gauche, comme la droite traditionnelle, de cette désindustrialisation et se tournent vers le RN. François Ruffin, est-ce que vous faites le même constat dans votre territoire, dans la Somme ? Qu'il y ait du racisme dans les campagnes, il ne s'agit pas de le nier. Et même sans présence parfois d'immigrés, ou alors juste avec quelques personnes qui sont présentes là. Maintenant, en disant que ça serait identitaire, ça veut dire que c'est comme si on essentialisait des territoires qui étaient quasiment liés maintenant à votre Rassemblement national, alors que historiquement, c'est pas le cas. Donc, non, l'idée c'est de dire que le vote pour le RN est largement... selon pas mal de chercheurs sur le RN, motivé par des questions en gros, cas, on est chez nous et on est... Vous savez, il y a le constat et il y a, en fait, comment on peut faire pour gagner. Enfin, moi, je viens pour ça. Ouais, je viens pour ça. Et je sais comment je veux dire, moi, je suis allé dans une circonscription où Marine Le Pen fait 55% au premier tour de la présidentielle et où sur les législatives, c'est moi qui fais 55%. Je le sais comment je le fais. Je le fais en... maximisant sur les questions du travail, sur les questions de protection, sur les questions de services publics, sur les questions d'abandon par le numérique, et sans mettre sous le tapis mon antiracisme. Je prends comme suppléante Hayat Matboua, pour qui, au départ, venir aller dans les 82 communes de ma circonscription n'a rien d'évident. Donc il y a un combat à mener sur l'antiracisme qui est évident, mais le déterminant majeur, c'est quand on voit les ouvriers de chez Whirlpool et qu'on leur demande « Mais attendez, qui est-ce qui vous a délocalisé ? Est-ce que c'est les immigrés ? Est-ce que c'est les réfugiés ? Ou bien est-ce que c'est les patrons ? Est-ce que c'est les actionnaires ?» Et c'est évident que quand la question est posée sur ce terrain-là, c'est la classe. On fait ressurgir la classe. Sur l'importance du vote ethnocentrique, nous, on ne dit pas que ça n'existe pas du tout, on ne dit pas que ça explique rien du tout. Mais simplement, tous les éléments qu'on a rassemblés montrent que c'est moins important que le facteur socio-économique. Si vous voulez, la grande limite des enquêtes par sondage
qu'utilisent beaucoup de chercheurs en sciences politiques. La grande limite, c'est qu'on a des tailles d'échantillons qui sont très faibles, et donc en fait, dès qu'on veut croiser les facteurs territoriaux, les facteurs de richesse, les facteurs de profession, de diplôme, vous ne pouvez pas bien croiser tout ça. L'avantage des données communales qu'on exploite, qui ont aussi des limites, et il faut évidemment utiliser toutes les sources de façon complémentaire, c'est ce qu'on fait. Mais le grand avantage des données communales, c'est qu'on peut mettre en évidence ce qu'on ne savait pas avant, que les écarts de vote entre communes sont expliqués à la dernière présidentielle à 70% par la classe géosociale. Après, les origines vont ajouter quelques pourcents, ce qui est très faible. Alors, si on observait en plus au niveau communal des données sur est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés, pas assez d'immigrés, sans doute on expliquerait peut-être 5 ou 10% supplémentaires, mais de toute façon, on ne peut plus monter très haut, vous savez, quand on est à 70%. Donc, comme de toute façon, on n'a pas ces données au niveau communal sur les sentiments ethnocentriques, on ferait peut-être mieux de partir de ce qu'on observe, c'est-à-dire le fait que les facteurs géosociaux ont énormément augmenté en importance et que la ruralisation, et je veux insister quand même sur ce point, la ruralisation du vote RN, il arrive à un moment très particulier en 2007-2012 où en fait le discours, pour le coup ethnocentrique en grande partie de Sarkozy sur la racaille et le Karcher, absorbe le vote anti-immigré, mais les électeurs que Sarkozy ne peut pas absorber et que Zemmour ou Ciotti aujourd'hui ne peuvent pas absorber, ce sont des électeurs qui sont notamment très énervés sur le traité de 2005. Oui, si c'était des électeurs principalement motivés par un facteur ethnocentrique, vous votez pour Sarkozy, vous votez pour Zemmour, vous votez pour Ciotti, vous avez le choix. C'est pas du tout ce qu'ils font. Donc les électeurs des communes rurales, populaires, ouvrières, qui ne veulent pas voter pour ces candidats-là, c'est bien parce qu'elles ont une autre motivation, et notamment la ratification parlementaire du traité de 2005 en 2007-2008 sous Sarkozy, ça c'est quelque chose qui est vraiment resté en travers de la gorge des électeurs. Et quand on regarde commune par commune les résultats du référendum de 2005 avec ensuite le vote RN en 2007, 2012, 2017, 2022, ça ne fait pas un pli que c'est ça qui compte beaucoup plus que les attitudes anti-immigrés qui sinon se retrouveraient dans un vote Zemmour très tranquillement. Donc là, il faut vraiment les données d'enquête par sondage, si vous voulez, ne permettent pas de voir ça parce que le vote Zemmour, vous avez trop peu d'observations, vous ne pouvez pas l'étudier, ça ne marche pas. Là-dessus. Oui, puis j'en reviens à la proposition que vous faites, du coup, de remettre le travail, la fierté du travail au centre de votre discours. C'est un discours aussi qu'on a entendu chez Fabien Roussel, par exemple, il y a un an à la Fête de l'Humanité, où il avait mis en opposition la gauche des allocs à la gauche du travail, en surfant sur une opposition entre les classes populaires qui a assez bonne presse. Vous, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire par là Comment, puisque Thomas Piketty et Julia Cagé disent qu'il y a un manque, il manque un discours à gauche à destination des classes populaires rurales, le vôtre, c'est lequel ? D'abord, je vous dis mon sentiment, j'ai pas envie qu'on se donne des prétextes pour ne pas mener la bataille. Il y a une bataille à mener dans les campagnes populaires pour aller les rechercher, pour pas les abandonner au vote Rassemblement National. Il y a ceux qui y sont déjà et il y a ceux qui risquent de glisser. Moi, je veux qu'on mène la bataille. Donc, alors comment on l'amène ? On l'amène sur des thèmes. Oui, on l'amène sur le retour de l'État. L'État est quelque chose d'important en France, la présence de l'État. Et il faut dire que c'est une faiblesse dans le camp d'en face, dans les camps d'en face. Parce que Macron, il n'y a pas de pensée de l'État, mais au Rassemblement national, non plus, il n'y a pas de pensée de l'État. C'est pas parce qu'on défile dans une manif qu'on a une pensée sur la place de l'État et la place du marché dans la société. Et la place de l'État, c'est évidemment la place des services publics. C'est la place de la redistribution. C'est l'une des conclusions quand même à laquelle vous arrivez dans votre livre, de dire quand la gauche place en son cœur la question de la redistribution, eh bien, elle gagne dans les campagnes populaires. Donc, là, je pense qu'il y a ces axes-là. Et après, il y a qu'est-ce que c'est les impasses politiques qui sont devant nous ? Vous en avez nommé une. Il y a une impasse politique qui est celle de la soustraction. C'est-à-dire, il ne faut pas faire comme si les quartiers populaires, notamment, moi je dis, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa faiblesse, ni son cœur, ni ses électeurs. Donc il ne faut pas faire comme si c'était acquis. Et donc il y a à continuer à parler aux quartiers populaires. Il ne faut pas les oublier, c'est évident. Et il ne s'agit pas de poser, moi je dis la France des RER et la France des TER, la France des bourgs et la France des tours, il s'agit d'additionner et non pas de soustraire. Il y a une deuxième impasse, elle est de centre-gauche, elle est la hollandisation. C'est quoi ? C'est de considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de rupture. On a besoin de rupture et les Français, ils sont prêts. On a besoin de rupture avec tout donner pour les riches. On a besoin de rupture avec le libre-échange généralisé. On a besoin de rupture, y compris sur les questions de l'institution policière. Et les Français, ils sont prêts. Donc, c'est la deuxième impasse. Et la troisième impasse, c'est celle du statu quo. Je termine. Ouais, c'est non pas faire mieux, mais c'est faire pareil. C'est pas faire autrement, mais c'est pas faire plus. Et là, aujourd'hui, pour faire mieux, il faut faire autrement, il ne faut pas faire pareil. Sans soustraire
en additionnant. France des bourgs, France des tours, on va y revenir dans un instant, mais on a parlé beaucoup de redistribution, d'inégalités territoriales, etc., et de services publics notamment, mais il y a un autre aspect, moi, qui me frappe, vous êtes en discussion là-dessus. François Ruffin, vous avez souvent dit qu'il y a eu un divorce entre la gauche et le peuple qui est matériel, économique, politique et culturel. Je voudrais bien qu'on y revienne. Et justement, sur cette question culturelle, je crois que c'est dans un entretien à l'Obs, vous dites, c'est pas nouveau, Marx méprisait déjà les paysans, méprisait le monde rural. D'ailleurs, on entend souvent des éditorialistes de droite, y compris qui ont commenté votre livre, dire, bah oui, voilà, ils redécouvrent le peuple, ou la gauche, oui, méprise les ouvriers des classes populaires. C'est souvent ce qu'on entend sur les chaînes. Je finis juste sur les chaînes d'infos en direct, conservatrices, etc. Est-ce que vous pensez, pour vous, que la question du mépris qui peut être exprimé par les références culturelles, par les messages qui sont passés, y compris parfois par le message de l'écologie, qui est de dire il faut qu'on change des choses radicalement dans le modèle, mais comment on fait quand on a un petit pavillon ou quand on aspire un petit pavillon ou qu'on a une voiture et qu'on doit conduire tous les jours. Est-ce que vous pensez que la question du mépris, du dédain que certains peuvent ressentir sur leur mode de vie, il est central dans les questions politiques qu'on pose là ou qu'il est annexe? Est-ce que c'est pas du mépris qui est exprimé, par contre c'est normal que ça puisse être ressenti comme ça. C'est un problème de rapport notamment à la question de la propriété pavillonnaire, etc. Thomas rappelait tout à l'heure que c'était assez logique d'une certaine manière à la fin du 19e siècle de comprendre cette opposition entre ouvriers et paysans, et c'est vrai qu'il suffit de relire Marx. C'est-à-dire Marx, quand il parle du paysan, il le qualifie de burlesque, il a des mots extrêmement durs en fait, élections de 1848. contre lui. Oui, il le dit, c'est un électeur burlesque, pathétique, lourdeau, burlesque et pathétique. C'est pas perdu pour la Révolution. Oui, non, mais parce que pour Marx, il n'y a pas de paysans. Parce qu'il aspire à la petite propriété. Okay, alors revenons à aujourd'hui. Mais c'est la petite propriété pavillonnaire aujourd'hui. C'est la même question. En fait, la gauche, elle a toujours un problème avec la question de la propriété. Est-ce que la propriété, c'était finalement une demande légitime ou est-ce que c'était une aspiration petite bourgeoise? C'est très bien décrit chez Marx. Aujourd'hui, ça prend des formes différentes. On ne va pas entendre des hommes ou des femmes politiques de gauche dénoncer la propriété comme une aspiration petite bourgeoise, mais par contre, ça va être accusateur, et ça va être accusateur contre la petite propriété pavillonnaire, contre le fait d'avoir une voiture individuelle, sauf qu'on ne va pas penser le fait que celui qui devient propriétaire dans un bourg, il n'a pas d'autre choix que d'avoir une voiture individuelle, parce que vous avez encore des gares, mais il n'y a plus de train qui passe dans les gares. Donc même si vous êtes à 10 km d'une gare, finalement, vous êtes obligé de prendre votre voiture. Et en fait, on va le culpabiliser là-dessus. Et alors, on parle du même bloc politique, c'est ça, François Ruffin. C'est-à-dire, il est question de dire que si la gauche doit regagner ou gagner, c'est dans le même bloc politique que ça va se passer. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que la gauche ait aussi, on peut parler de ça, on n'en a pas parlé, et aussi des propositions sur la question de la propriété, parce que c'est pas illégitime. Quand on définit la classe populaire urbaine, elle est davantage employée, elle est aussi davantage diplômée, parce qu'elle est plus dans une stratégie d'ascension sociale par le diplôme, même si ses revenus sont souvent faibles. Les classes populaires en ruralité, elles sont beaucoup plus propriétaires, et ça marque aussi leur stratégie d'ascension sociale, ce qui n'est pas absurde parce que c'est plus simple, l'accession à la propriété c'est moins cher, et c'est plus dur l'accession au diplôme parce que les universités sont loin. Et je pense qu'il faut répondre à cette demande légitime d'ascension sociale par la propriété, et on le trouve aujourd'hui quand même très peu ou pas du tout dans les discours de la gauche. François Ruffin, comment on règle dans le même bloc politique qui doit gagner, qui devrait gagner, des aspirations aussi contradictoires? Non, je ne vois pas l'aspiration contraire, moi. Enfin, Expliquez-moi alors. Non, mais je ne les vois pas, les aspirations contraires, là, en l'occurrence. Changement climatique, par exemple. Non, mais ça, c'est au quotidien, il n'y a pas de comment ça se traduit politiquement? Comment ça se traduit politiquement? Je veux dire, ça a été dit sur la question du train. Quand on fait un plan, planification avec beaucoup de guillemets, climat, et qu'à l'intérieur, il n'y a pas la question du rail. Dans ma région, c'est 9 habitants sur 10 qui habitent à moins de 10 km d'une gare. Donc ça devrait être, en matière de transformation, ça devrait être structurant pour le territoire. Et on ne fait pas l'effort, l'État, je parlais de la place de l'État, l'État ne fait pas l'effort de ça, mais par ailleurs, c'est offrir de nouveaux droits aussi peut-être. Offrir de nouveaux droits au déplacement. La mobilité, elle est entravée par le prix que ça coûte. C'est évident que si jamais vous décidez que le TER, il devient gratuit, ou bien à 49 € par mois, pourquoi pas, mais enfin si jamais il y a une proposition pour dire il y a un accès à davantage, vous allez réconcilier les gens qui luttent pour le climat et ceux qui luttent pour leur bonheur dans l'existence. Donc, c'est pas une limite. En revanche, je reviens sur la question du mépris. Là, moi, je l'ai senti renifler pendant des décennies. Oui,
une forme de snobisme de gauche qui fait que non seulement les ouvriers... Il est fait de déjà, quoi, le snobisme de gauche? Il est fait de quoi? il est fait de quoi? Vous savez, c'est quand jouer aux boules, c'est être un bof, et aller en camping. Enfin, il y a tout un mode de vie populaire qui s'est trouvé discrédité par l'humour parfois, et parfois sans humour, avec une forme d'arrogance ressentie, de détachement de la vie des gens. Je veux dire, on ne peut pas incarner les gens, on ne peut pas parler de leur fierté si on ne respire pas comment ils vivent. Et par exemple, Et concrètement, sur l'habitat pavillonnaire, parce que c'est un enjeu très concret, où est-ce qu'on habite le logement? Je pense qu'on ne peut pas avoir cette attitude consistant à dire, voilà, c'est vous qui êtes responsable de l'artificialisation des sols, du changement climatique, alors que vous avez des urbains qui vont prendre l'avion pour partir en week-end à Barcelone tous les 4 matins. Donc il y a un moment, il faut objectiver un peu les responsabilités de chacun, et des personnes modestes qui accèdent à l'habitat pavillonnaire. Oui, ça peut être une forme d'émancipation. Enfin, de toute façon, on ne va pas construire des tours dans tous les villages de France. Donc à un moment, il faut aussi que la gauche, face à des questions comme ça, par exemple sur des enjeux très concrets comme le prêt à taux zéro, ait une approche qui soit beaucoup plus compréhensible, alors qui mette ensuite d'autres contraintes, qui mettent des contraintes sur la rénovation énergétique, sur la façon dont sont isolées les maisons en question. Et puis après, il y a une question de moyens, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de la même façon quelqu'un qui a un petit pavillon, quelqu'un qui a une très grande villa, donc à nouveau c'est la classe sociale, c'est-à-dire le niveau de revenu, le niveau de propriété, et plutôt qu'avoir cette attitude trop souvent où voilà, les urbains regardent les ruraux, oui, parfois avec condescendance, il faut remettre du clivage social, basé sur le revenu, basé sur le niveau des émissions carbone de chacun. Vous savez, nous, on a fait ces travaux au laboratoire sur les inégalités mondiales. En France, les 1%, les 10% les plus riches, qui sont souvent urbains, ont des émissions carbone qui vont être 3 fois plus importantes que les 50% les plus pauvres, y compris parfois lorsqu'ils sont ruraux et qu'ils ont un pavillon. Donc il faut sortir de ces caricatures. Si je peux prolonger ce que disait aussi François Ruffin sur le fait de jouer à la pétanque, on a aussi un véritable problème dans le manque de représentativité des élus et des candidats et des parlementaires. Pourquoi il y a aussi cette méconnaissance et pourquoi il y a eu parfois ce mépris à droite tout autant qu'à gauche? Non, mais il n'y a plus d'ouvriers. Un ouvrier vient en blouse. Il n'y a plus d'ouvriers. Non, mais ça c'est une illustration. Mais il n'y a plus d'ouvriers et d'employés, ou très peu, parmi les députés. De toute façon, historiquement, depuis le début de la Ve République, 1958, il y en a toujours eu très peu, moins de 10% en moyenne, même quand la gauche était au pouvoir. On était tombé à peine 2-3% d'employés, 0% d'ouvriers pendant le premier quinquennat Macron. Et là, on a, en partie grâce à la France Insoumise d'ailleurs, et ça, c'est ça aussi qui permet de ramener des électeurs aux urnes, enfin, un peu de représentants qui ressemblent, c'est-à-dire qui ont le même parcours, la même carrière, la même vie que la majorité des Français. Et si on se pose pas, c'est extrêmement important, je pense que si on se pose pas cette question de comment vous introduisez, comme on a fait de la parité homme-femme, comment vous introduisez de la parité sociale pour avoir des représentants et des politiques à l'image des citoyens, cette question de la distance et de la difficile compréhension de ce qu'est la réalité de la vie d'une partie des classes populaires, et pour le coup on loupe là autant les classes populaires urbaines que rurales, il y aura une partie de ces classes populaires-là qu'on n'arrivera pas à reconquérir, soit au RN, soit à l'abstention, parce qu'il y en a quand même une grosse partie qui ne vote plus du tout non plus. Juste question, mais qui est liée à cette question culturelle. François Ruffin, typiquement, vous êtes Michel Sardou ou Juliette Armanet? Mais vous pouvez me dire que ma question est difficile. En tant qu'artiste, je respecte les deux artistes. Maintenant, je sais que toutes nos soirées à la fête de l'humanité se sont terminées sur les lacs du Connemara. Donc, voilà. Je veux dire, ma fille, dans un centre aéré avec une directrice qui est CGT très proche, très sympa et tout ça, elle a appris à chanter les lacs du Connemara à 7 ans. Donc, si vous dites que à tous les gens qui ont été traversés par un sentiment avec les lacs du Connemara, que ce sont des crétins de droite, vous allez en fait fonctionner avec de la prophétie autoréalisatrice parce que vous allez les transformer en crétins de droite. Tout ça en laissant la liberté d'expression à l'artiste qui est Juliette Armanet. Mathieu. François Ruffin, une question qui rejoint un peu cette thématique de la parité sociale, parce qu'au-delà des propositions programmatiques, il y a une question d'organisation aussi qui peut se poser pour la France Insoumise. Vous n'avez pas les grands médias avec vous. Pour atteindre les campagnes populaires rurales, il faut des militants. Est-ce que vous trouvez que la France Insoumise fait suffisamment le travail d'ancrage local et pour essayer de faire émerger justement des leaders locaux dans ces territoires-là? Deux choses déjà. J'avais posé un amendement pour la parité sociale en disant, il y a 25% d'ouvriers dans le pays, j'y vais à la hache. Il faut qu'il y ait au moins 12,5% de candidats
ouvriers dans le pays. Et on sait très bien que vu comment Vous fonctionne... en proposez 25, hein. Vous voyez, j'étais déjà... Non, mais pour dire que je suis un modéré. Bon. Et à l'arrivée, en vérité, ils auraient été relégués en fin de tableau et on serait arrivé à 2,5%, vraisemblablement. Mais dire que, ceci dit, je veux dire, il y a eu un seul parti qui a été populaire, c'est le Parti communiste, d'accord ? Avec tous ses défauts et tout ça, mais avec un vrai ancrage local, à la fois dans la France des bourgs et la France des tours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de nommer des gens et de les faire élire à l'Assemblée. C'est comment on a quelque chose qui s'ancre profondément dans le pays et qui permet, par la formation syndicale, par de la formation politique, de venir combler ce que n'a pas fait pour eux l'école bourgeoise, en gros. Et ça, c'est un vrai enjeu militant, de faire monter ces formations-là. Maintenant, je vous reprends sur un point. Je veux bien qu'il y en ait un travail militant, de porte-à-porte, de distribution de tracts et ainsi de suite. Mais on n'a pas les grands médias avec nous. Mais tous les matins, on a quand même des ténors de la gauche qui sont à France Inter, qui sont à Europe 1, qui sont à RTL, qui sont partout. Si le discours qui est posé à cet endroit-là n'est pas un discours qui permet de reconquérir les classes populaires, quand bien même vous envoyez des militants faire des caravanes, c'est très bien. Mais vous envoyez... C'est Fabien Roussel. Non, c'était la France Insoumise. La France Insoumise, pardon. On envoie les gens au casse-pipe. Si le discours qui est porté nationalement ne correspond pas à des attentes populaires senties, c'est vain. Donc d'abord, il faut avoir une réflexion sur quel est le discours qu'on doit porter. D'abord, il y a une vraie réflexion à avoir, c'est est-ce qu'on se fixe pour objectif de reconquérir les campagnes populaires ? C'est la première question qu'il y a à avoir. Et pour l'instant, elle n'est pas tranchée de manière claire. Et il ne faut pas que ça laisse penser que vous mettez en opposition les campagnes populaires pas du tout. et les Mais non, mais je pense que vous savez, ce serait une erreur, je pense, pour aller exactement dans le même sens, de tout miser sur les abstentionnistes urbains, parce que ça ne suffira pas. C'est la proposition notamment de Jean-Luc Mélenchon qui insiste beaucoup là-dessus. Alors, je sais pas, je crois que Jean-Luc Mélenchon, quand on lui dit que Mitterrand faisait le même score dans les villages et les bourgs que dans les banlieues et les métropoles, ça le fait réfléchir aussi. C'est-à-dire, moi, je vais insister sur ce point. On a atteint aujourd'hui un degré de fossé électoral entre le monde rural et le monde urbain qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. Et pendant toute la période de bipolarisation gauche-droite, et on aimerait revenir vers cette bipolarisation gauche-droite, on avait réussi à atténuer cet écart. Donc ça doit être un effort majeur d'atténuer cet écart. Ce qui ne veut pas dire qu'on va reconquérir d'un seul coup tout le vote des villages et bourgs, mais si simplement on peut le reconquérir de quelques points, ça fait beaucoup de différence, parce que c'est la moitié de la population qui vit dans les villages et les bourgs avec une participation électorale élevée. J'ajoute qu'il y a la question des services publics, il y a la question du respect, on a parlé de l'habitat pavillonnaire, il y a vraiment la question de l'intégration européenne et commerciale. Et là, je pense qu'on a absolument besoin de dire clairement à gauche que, bien sûr, on voudrait faire les choses ensemble. Moi, je suis social-fédéral, je propose qu'on puisse prendre des décisions à la majorité pour avoir un impôt sur la fortune en Europe, etc. Mais on ne va pas attendre ni l'unanimité, ni la majorité qualifiée pour se protéger. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez une taxe carbone aux frontières, qui pour l'instant telle qu'elle a été adoptée par l'Union européenne, va représenter d'ici 2030-2035 à peine 2% de la valeur des importations chinoises en Europe, je veux dire très clairement, non seulement ça ne suffira pas, mais ça ne fera aucune différence. Et donc il va falloir prendre des mesures unilatérales concernant le contenu carbone des importations. Oui, c'est-à-dire moi je suis à la fois fédéral à long terme, mais je pense qu'on ne peut pas attendre que ça fonctionne. Donc là, il y a des mesures unilatérales qui devront être prises, et je pense que si on n'attaque pas de front cette question de l'industrie, de la protection de l'emploi, et qu'on en reste au service public et à l'habitat pavillonnaire, pour prendre ces deux exemples, ça ne suffira pas non plus. Voilà, vous parliez des tours et des bourgs. François Ruffin, Thomas Piketty et Julia Cagé n'est pas le seul à avoir lu votre livre, notamment Jean-Luc Mélenchon l'a lu aussi. Il vous a accueilli au Conservatoire national des arts et métiers. C'était une conférence organisée par l'Institut La Boétie, qu'il co-préside, et il vous a accueilli, Thomas Piketty, Julia Cagé, avec une certaine chaleur. Thomas Piketty, Julia Cagé, vous êtes ici en quelque sorte chez vous. Jean-Luc Mélenchon qui nuance l'idée d'une désaffection des classes populaires pour la gauche. Il est bien connu, depuis 10 ans qu'on le rabâche sur tous les tons, que les classes populaires ont massivement quitté la gauche. C'est vrai, elles ont quitté la gauche traditionnelle massivement. Mais elles nous ont rejoints massivement. Autre affirmation, se focaliser sur une stratégie qui consisterait à rassembler ce qu'il appelle les miettes du bloc central, ça vous vise un peu François Ruffin, ça ne marche pas, et il vous le dit clairement à vous deux, Thomas Piketty, Julia Cagé, la clé c'est pas dans la ruralité mais c'est dans les quartiers populaires.
Voilà pourquoi il y a une stratégie inutile et nous croyons, Stéphane nous dira peut-être qu'on se trompe, peut-être que vous nous direz qu'on se trompe, tant que vous savez tout depuis 1794, que nous pensons, nous, que bien sûr, alors qui va dire le contraire? Il faut aller chercher les milieux ruraux déclassés, etc. Qui va dire le contraire? Bien sûr. Mais le gros de la troupe qui va nous faire gagner, ce sont les quartiers populaires où on vote pour nous à 80% au premier tour, mais où 30% seulement vont voter. Si nous montons à un niveau égal à celui de la participation du reste de la société, nous avons gagné. C'est pourquoi la priorité, c'est de les convaincre, eux, que ça vaut la peine de faire de la politique. Et juste après, il vous répond, François Ruffin, sur la façon dont ce message doit être porté. Pour ça, il faut parler clair, net, dru et dur, pour que tout le monde comprenne. Et ça n'est pas de l'exagération. C'est parler une langue que les êtres humains comprennent. Quand on n'a pas de quoi manger à chaque repas, on veut entendre des réponses claires. Pas des phrases qui durent 3 kilomètres où on n'a rien compris à la sortie. Alors, Je ne me sens pas visé par les phrases de 3 km. non, les phrases 3 km, vous n'êtes pas visés. Ça, c'est plutôt En pour revanche, nous. vous, il y a quelque temps, récemment, vous n'arrêtez pas de dire il faut qu'on sorte un peu d'une culture minoritaire, d'une culture de radicalité, y compris dans la façon dont on exprime les choses. Donc là, il semble dire non, moi je veux parler, il dit je parle dru et cru. Et par ailleurs, il réaffirme la centralité quand même des quartiers populaires dans la coalition électorale qu'il souhaite. Il y a 3 questions. Il y a la question de la stratégie, la question des thèmes et la question du ton, en gros. Je veux dire d'abord que pour moi, il y a 2 lignes, c'est évident, mais il y a 2 lignes qui ne sont pas du tout irréconciliables. Et il s'agit de trouver le chemin. Pas de gauche irréconciliable au sein de la FI. Il n'y a pas 2 lignes qui sont irréconciliables. Au contraire, par le débat, il y a la possibilité d'un dépassement d'une contradiction. Et oui, il y a 2 stratégies, manifestement. Il y a une stratégie qui vient dire qu'il faut se renforcer dans les bastions qui existent et il faut maximiser sur les quartiers populaires. On l'a vu. On l'a entendu. Et il y a une deuxième stratégie qui dit qu'il faut élargir le bloc, l'élargir d'un point de vue démographique, attention aux retraités, l'élargir d'un point de vue sociologique, attention aux classes moyennes inférieures, et l'élargir d'un point de vue géographique. Il y a un travail à faire dans les classes, dans les zones rurales. Maintenant, je le dis, pour moi, il n'y a pas une opposition entre ça. Il y a à trouver la jonction de ça et le dépassement d'une fausse contradiction. Mais quand on regarde un sondage qui est sorti là, de Cluster 17, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui fait quels sont les thèmes... On ne cite jamais les sondages. Bon, bah d'accord, désolé. Mais allez-y. Un sondage de BIP. Les instituts, vous ne citez pas, ou les sondages eux-mêmes. Bon, mais sur les thèmes qui paraissent importants dans les quartiers populaires et hors quartiers populaires, les 5 premiers, ils sont communs entre quartiers populaires et hors quartiers populaires. Premier, santé. 2e, éducation. 3e, vie chère. 4e, sécurité. 5e, logement. Mais si Jean-Luc Mélenchon il défend ça, c'est qu'il pense que c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui marche. Mais je dis que... Quel est notre but? Notre but, c'est de franchir le premier tour et d'être majoritaire au 2e. On doit être majoritaire. Il a fait 22% sur cette ligne. Très bien. Mais il n'a pas gagné. Je salue le travail accompli. Je salue le travail, je l'ai dit, accompli à être fort dans les dom-toms, fort dans les centres-villes, fort dans les quartiers, et dire que il a raison quand il dit que les classes populaires, au contraire, elles ont retrouvé un point d'attache à gauche grâce au travail qui a été effectué. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, puisqu'on est à faire mieux, où est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a à combler un certain nombre de lacunes sans penser qu'on va atteindre les scores qui sont ceux des quartiers populaires. On revient à la question du ton après. Julia Cagé, parce qu'il vous critique aussi Jean-Luc Mélenchon en creux sur... Très bien. C'est pour ça qu'on écrit un livre, pour susciter du débat. Mais je veux quand même dire un truc sur la radicalité, parce qu'il insiste beaucoup sur la radicalité du point de vue du ton. C'est quand même intéressant de regarder la radicalité du point de vue du programme. Et si vous prenez une perspective historique, le programme de la LFI aujourd'hui, comparé au programme du Front populaire en 1936, comparé aux ambitions du programme de 1981 de François Mitterrand, il n'est pas fondamentalement radical. Donc je pense qu'on met un peu trop... Il est social-démocrate. Il est un peu social-démocrate. Ça ne lui plairait pas beaucoup. Mais par rapport au programme de 81, prenez tout ce qu'il y avait en termes de nationalisation, de redistribution, de démocratisation dans l'entreprise. On en est loin aujourd'hui. Donc on peut discuter des heures sur le ton, mais je pense que c'est quand même avant tout important alors, de attendez, discuter on sur regarde le juste fond. ça. On regarde juste ça. François Ruffin, ce matin, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui sort un livre aujourd'hui. Donc il était sur France Inter. Il a parlé de vous. Et justement, parce qu'il y a un an, vous avez fait la une de l'Obs en disant « Je suis social-démocrate ». Eh ben voilà, il vous répond.
François est un bon ami, un bon camarade. Des fois, il joue avec les mots, je trouve que c'est dangereux. Bon, là, pourquoi ? Parce qu'il a dit « je suis social et je suis démocrate ». Non, il pose en cours « je suis social-démocrate ». Ça fait une confusion. François n'est pas social-démocrate. Alors, vous irez lui demander s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Après tout, c'est pas mon sujet. Mais je voudrais plutôt vous expliquer pourquoi la social-démocratie n'est plus un logiciel politique susceptible de fonctionner pour le 21e siècle. C'est très simple. La social-démocratie, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas de révolution, c'est-à-dire pas de rupture, on y va mollo, et progressivement, on fait des prises d'avantages. Et pour y arriver sans brutaliser, on répartit de manière inégalitaire les nouveaux fruits de la croissance. Donc on donne plus à ceux qui ont moins en produisant davantage. Pas de bol, pour ça, il faut produire davantage. Donc il faut une croissance sans fin. Donc ce logiciel-là, il est mort. Vous n'êtes pas social-démocrate. Oui, Alors, il a raison. Qui êtes-vous ? Je n'ai jamais dit je suis social-démocrate. J'ai toujours dit je suis social et démocrate. Et c'est le grand problème de ceux qui se prétendent sociaux-démocrates aujourd'hui, c'est que ça fait 40 ans qu'au fond, ils ne sont plus ni sociaux ni démocrates. Quand on est sociaux, on ne fait pas la loi travail. Quand on est démocrate, on respecte le vote du traité constitutionnel européen de 2005. Donc je suis à la fois social et démocrate. En fait, plus profondément, je me définis comme Jean Jaurès, comme un réformiste révolutionnaire. C'est-à-dire un réformiste révolutionnaire, c'est quelqu'un qui allie le petit pas et l'horizon. Pour moi, il y a un tel découragement, une telle résignation dans notre pays, que dire aux gens qu'on va faire le grand bond en avant et qu'on va tout transformer, même si c'est nécessaire, les gens n'y croient pas. En revanche, dire que il y a 15 choses qu'on va faire de manière très concrète, rapidement, ils peuvent être ouverts à ça. Et on fait un premier pas, et en effet, on s'ouvre un horizon. Parce que Thomas Piketty, juste ce que dit François Ruffin sur la nécessité de la centralité, le fait de s'adresser à plus de gens, y compris dans le ton, est-ce que c'est une catégorie politique ? Est-ce que ça a du sens dans la réflexion de savoir quel projet la gauche demain peut porter ? Moi, je voudrais plus de radicalité dans le programme et moins de radicalité dans la rhétorique. C'est-à-dire, à nouveau, pour moi, la question du socialisme démocratique. Parce que moi, je dis clairement, je crois dans le socialisme démocratique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que les institutions sociales démocrates qui se sont développées au XXe siècle, c'est pas un produit fini, c'est pas un produit terminé. Et il faut transformer la société, non seulement sur la question des services publics, mais vraiment sur la question du régime de propriété. C'est-à-dire la vraie transformation, c'est le régime de propriété. Donc moi, je veux des entreprises où le pouvoir actionnarial est réduit à une minorité des droits de vote et où ce sont les travailleurs qui ont la majorité des droits de vote dans les entreprises. L'émancipation par la propriété, oui, ça peut passer aussi par l'accès à la petite propriété, mais une petite propriété où les salariés, les ayants droit, les consommateurs régulent collectivement les conséquences sociales de l'activité économique, les conséquences environnementales, mais tout ça, ça passe par des transformations très fortes du régime de propriété. Et de ce point de vue-là, le programme de Jean-Luc Mélenchon et LFI, je vois pas de vraie ambition. C'est-à-dire que, je dis ça, je veux pas être désagréable, c'est juste que c'est bien de dire en rhétorique je suis radical, mais au moment où on transforme profondément les structures économiques et les relations de pouvoir et de propriété, il va falloir encore se mettre au travail. Vous adhérez là, il faut être plus radical qu'aujourd'hui, finalement, dans le fond. Il faut être plus concret, surtout, parce que, vous voyez, l'accès à un pavillon, y compris, parfois, c'est plus radical que simplement faire un grand discours théorique. Pour moi, la question du ton, puisque c'est la question que vous posez, il faut tenir compte de ce qui s'est passé en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, pour moi, Jean-Luc Mélenchon est à 22%, la candidate du Parti Socialiste est à 1,7%. Le match, il est plié sur qui est central dans la gauche. Derrière, c'est autour de notre programme, qui peut être trouvé trop radical ou pas assez, mais enfin, c'est autour de notre programme que se rassemble la gauche, et c'est notre groupe qui est le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous pouvons être en centralité intérieure de la gauche. Quand on est mis de côté, qu'on n'est pas sur la photo, qu'il faut monter sur la scène, il faut taper sur du poing, il faut être dans un espèce de bruit et la fureur. Et pour moi, il n'y a pas quelque chose de bien ou de mal en soi, être dans le bruit et la fureur. Ça dépend des situations historiques, la force tranquille ou le bruit et la fureur. Et pour moi, on a une situation historique qui s'est transformée d'une part par ce qui s'est passé politiquement en 2022, qui peut nous placer en centralité et nous placer à être la locomotive de la gauche, premièrement. Et deuxièmement, il y a des... parler du recru, ça peut être contre-productif. Il est évident qu'il y a des formules qui peuvent contribuer à rejeter, à effrayer et à avoir des sondages où la France insoumise devient plus inquiétante que le Rassemblement national. Ce qui pose des questions de deuxième tour. Et on peut perdre au deuxième tour, c'est quand même ça la grande question, parce que c'est très bien d'accéder au deuxième tour, mais si c'est pour perdre à bas de couture face au RN... C'est en 2022. Oui, mais elle se pose toujours et au moins aussi fortement. Et donc moi, je le redis, le problème, c'est pas de se faire battre, l'objectif ne doit pas être de se faire battre par le RN au second tour. Et donc il y a une transformation à l'intérieur
l'intérieur de la gauche, mais pour moi, il y a une transformation dans le pays aussi. Vous avez cité les sondages, toujours, mais enfin, le désir de rupture, d'un certain nombre de ruptures, l'indexation des salaires sur l'inflation, ça fait 15 ans que je la porte. Jusqu'à maintenant, c'était inaudible. Bon, taxer les super profits, Alain Duhamel, il va s'y mettre. Vous voyez un peu quand même ce que ça signifie. Quand on dit... infos, là. Mais non, il est passé sur BFM, il a dit, voilà, je le regrette, mais bon, peut-être que maintenant, il est nécessaire de taxer les grands patrimoines. L'air est à la radicalité. Mais oui, sauf que le pouvoir est au macronisme. Voilà, c'est quand même le problème aujourd'hui. Il y a une transformation dans la société sur le plan social et économique qui fait que les gens peuvent bien plus. La question du protectionnisme que tu poses, moi je l'ai posée il y a 10 ans, j'étais marginal dans la gauche, c'est limite si j'étais pas rouge-brun à l'époque, en disant voilà, le journal intime de mes pulsions protectionnistes, tellement c'était un sentiment coupable, et aujourd'hui il est non seulement majoritaire dans la société, mais il est majoritaire à gauche. Donc possiblement même sur la question sociale et économique, du fait d'un basculement interne à la gauche, nous pouvons être alignés sur des demandes populaires, des tours ou des bourgs. Mathieu. Vous êtes d'accord sur la convergence des classes populaires rurales et urbaines sur les thématiques et les demandes. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a des représentants de gauche qui ont accès aux médias en permanence et qu'il faut réfléchir au discours qu'ils tiennent et aux messages qu'ils diffusent. En l'occurrence, deux leaders de gauche qui sont souvent interviewés et qui font beaucoup de bruit à chaque fois, c'est Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, qui semblent correspondre à des thématiques différentes, à l'urbain, le rural, le sociétal, le social, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir de cette mise en opposition permanente ? Moi, je pense qu'on a parfois des tandems infernaux. Là, c'est un tandem infernal. Oui, mais moi, j'aimerais que Rousseau et Roussel travaillent ensemble. J'aimerais que, je veux dire, la grandeur de la gauche plurielle, avec toutes les limites de la gauche plurielle à l'époque sur le plan programmatique et de ses mises en œuvre. Mais quand dans une équipe, vous avez Jean-Pierre Chevènement, Dominique Voynet, Marie-Georges Buffet et Martine Aubry, ça a quand même de la gueule. Bon, et ben moi, je pense qu'il y a des contradictions qui sont posées par le duo Roussel-Rousseau qui sont tout à fait dépassables. C'est vrai que, par exemple, sur la valeur travail contre le droit à la paresse, mais l'histoire du mouvement ouvrier, c'est l'histoire d'un dépassement de cette contradiction, puisque c'est à la fois la fierté par le travail, gagner sa vie en travaillant, et en même temps, c'est le droit au repos, c'est les congés payés, c'est le congé maternité, c'est la fin du travail des enfants, c'est la retraite, puis la retraite à 60 ans. Oui. Donc en fait, j'aimerais qu'il y ait une synthèse de Rousseau-Roussel. Julie Cagé, est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène un peu nouveau par rapport à des époques historiquement plus anciennes ? On parle du travail, la question du travail s'est toujours posée, y compris dans des conditions beaucoup plus dures dans le passé qu'aujourd'hui si on regarde historiquement, mais quand même aujourd'hui, ces dernières années, émergent au sein de la gauche des questions qui n'étaient pas du tout portées avant par la gauche, même mises un peu de côté, autour du genre, des violences policières, du racisme systémique, etc. Est-ce que, ça, je ne sais pas ce que les données disent beaucoup là-dessus que vous avez regardé, est-ce que c'est pas ça quelque chose qui change aussi un peu l'équation et qui finalement exacerbe cette confusion peut-être des discours qu'on peut avoir. Je suis pas d'accord. La société progresse, elle évolue et c'est tant mieux. Quand on parle davantage de genre, on a aussi davantage de femmes parmi les femmes et les hommes politiques et c'est une bonne chose et ça va continuer à progresser. Sur les violences policières, en fait, ça complexifie pas tant que ça. Prenez par exemple la question des habitants des banlieues et des habitants des tours. Les habitants des banlieues et les habitants des tours, c'est souvent les premiers à subir et les violences policières et la sécurité, les deux questions. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils peuvent plus faire confiance à qui ? À la droite pour recruter des policiers, investir dans les services publics, parce que c'est la droite, y compris Sarkozy, qui a désinvesti massivement dans la police et encore plus dans la police de proximité. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, on dirait, ah bah tiens, la sécurité, c'est la droite, c'est la police, et la gauche, elle, serait contre la police parce qu'elle dénonce les violences policières. C'est pas ça qu'on voit dans les faits. Dans les faits, vous prenez les derniers quinquennats, septennat, c'est la gauche qui a davantage investi dans les services publics, y compris la police, sur les questions de sécurité, et c'est la droite qui a désinvesti de ces questions-là. Donc il faut quand même souligner la divergence entre ce qui peut être mis en avant par les médias, et notamment par un certain nombre de médias qui veulent focaliser tout le débat sur les questions identitaires. On pourrait citer CNews, on pourrait citer Europe 1, on pourrait citer ce qui s'est passé au JDD, et la réalité des préoccupations des Français. Sauf qu'il y a des confusions en termes de programme. C'est-à-dire que François Ruffin, par exemple, un jour, vous pourrez être amené à dire, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas forcément envie de parler de violences policières dans ma circonscription parce que beaucoup de mes électeurs me disent qu'ils tiennent à l'ordre et que sont des électeurs de gauche. C'est pas contradictoire, vous pouvez tenir à l'ordre
et ne pas être satisfait du fait qu'un policier pointe une arme ou tire sur quelqu'un au volant de sa voiture alors qu'il n'est pas en situation de légitime défense. Je veux dire, c'est pas contradictoire. Si les policiers sont mal formés et sont en nombre insuffisant et qu'il n'y a pas de police de proximité, qu'il n'y a pas de prévention, vous aboutissez à la situation où vous avez des tensions qui sont aussi durcies par ça. Donc, à nouveau, c'est un service public. La question de la sécurité, ce service public, il faut le financer. Et je pense que les électeurs ne se font pas d'illusions sur la capacité de la droite ou de l'extrême droite à financer ce service public et à mettre dans la rue de la police de proximité, de la justice qui fonctionne vite et non pas au bout d'années, plusieurs années. Enfin, tout ça, c'est du service public sur lequel la gauche doit s'engager, comme sur les autres services publics. Non, mais je veux juste rajouter un tout petit point avant de donner parce qu'il y a eu cette polémique, y compris autour de ce qu'avait dit François Ruffin sur la question du genre et quand on va parler des questions de PMA et de GPR. Moi, je pense pas qu'il y a aucun électeur en ruralité qui va se dire je vais pas voter sur la gauche parce que je suis contre la PMA ou la GPR. Par contre, il va un tout petit peu s'interroger s'il a même pas une maternité dans son département. C'est-à-dire que vous avez des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus aller avorter dans des bonnes conditions parce qu'elles n'ont pas accès à une maternité. Ce qu'elle reproche à la gauche, c'est pas de dire il faut aller plus loin sur la PMA ou sur la GPA. Ce qu'elle reproche à la gauche, c'est de d'abord pas répondre à des demandes de première nécessité. Simplement, vous avez un bébé, vous voulez aller accoucher, ou vous voulez avorter, vous pouvez le faire dans des bonnes conditions. Donc la contradiction, en fait, elle n'est pas tellement en termes de programme, elle est en termes d'offres concrètes qui se présentent aujourd'hui à ses électeurs. François Ruffin. Il y a des questions qui font des différences entre le lieu où on habite et qu'il ne s'agit pas pour autant de mettre sous le tapis. Pendant la crise des Gilets jaunes, on avait fait venir à Abbeville Youssef Brakni, qui avait raconté sa première garde à vue, comment on l'avait fait mettre à poil, comment il s'était trouvé humilié dans un commissariat. Et de passer par ce récit-là, c'est-à-dire pas seulement par des concepts, mais aussi par des affects, il est évident que ça avait touché tout le monde. Quand on aborde la question des violences policières, ou même simplement sans qu'il y ait violence, vous savez, le contrôle d'identité, quand vous le subissez une fois, 2 fois par semaine, 3 fois dans le mois, quand c'est simplement quand vous allez au boulot que ça vous arrive, quand ça se passe devant votre femme, quand ça se passe devant vos enfants, sans qu'il y ait violence, c'est une humiliation. Mais vous pouvez prendre ça et en faire du clivant ou du rassemblant, en disant quand ça se passe comme ça, pour des gens ordinaires qui vont au boulot, mais c'est la République qui est touchée. Vous imaginez, vous, à flic secours, si jamais il y avait le gendarme qui, 3 matins par mois, vous embêtait pendant un quart d'heure au moment où vous partez à l'usine, vous ne le supporteriez pas. Et donc, la question, par exemple, du rôle de l'institution policière, pour moi, elle peut être posée de la même manière, je dirais, évidemment, c'est une question qui touche plus des minorités au sens statistique, mais qui pour autant, pour les minorités en question, n'est pas mineure. Parce que quand, dans sa vie, on se retrouve contrôlé de cette manière-là, ça devient un sujet majeur dans sa vie. Donc il ne s'agit pas de les mettre sous le tapis, mais il s'agit de se demander si on use ça pour cliver, pour séparer, et même, je dirais, à qui on s'adresse. Dans la manière dont on parle de ça, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse juste aux gens des quartiers pour leur dire « Regardez, dans un effet miroir, c'est à vous que je parle » ou bien est-ce qu'on se dit « Je m'adresse à la France entière pour que vous soyez pleinement respectés par la République » Allez Mathieu, dernière question. Ouais, une double question. Pour revenir un petit peu à l'optimisme de départ, vous dites dans votre livre qu'il est possible qu'on revienne à un système un peu avec une bipartition gauche-droite et que même la gauche peut reconquérir le pouvoir plus facilement qu'on ne le pense. À quelles conditions, en termes de périmètre d'alliance, est-ce que l'union est une condition à ça? Et à François Ruffin, puisque Philippe Poutou vient de proposer une discussion à la France Insoumise pour les européennes, est-ce que vous y êtes favorable? Je veux dire, je suis favorable à discuter avec tout le monde. Je suis d'abord favorable à discuter au sein de notre alliance, la NUPES, et que on se projette pour savoir comment on va faire pour être majoritaire dans le pays. Je veux dire, on a un objectif. Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on peut gagner. On peut gagner. Je dis l'urgence de gagner. L'urgence de gagner sur le plan social, c'est évident, quand on a un tiers des Français qui se privent sur leur assiette pour leurs enfants. L'urgence climatique, parce qu'on fonce droit dans le mur, et l'urgence politique, parce que si on ne gagne pas, il y a de bonnes chances pour que ça soit le Rassemblement national qui remporte la mise. Donc, on doit se demander comment élargir, mais comment élargir pour être majoritaire dans le pays, et non pas pour être minoritaire. Le message optimiste, mesuré et hésitant aussi qu'on essaye d'envoyer dans ce livre, c'est que la base populaire de la gauche, de l'électorat de gauche, est plus fort que ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de niveau de revenus, si on croise avec la profession, les employés notamment, votent fortement à gauche, indépendamment de leurs origines. Donc il y a une base populaire qui est plus forte que ce qu'on dit habituellement. Et finalement, c'est peut-être plus facile pour la gauche d'étendre cet électorat populaire, notamment en direction des abstentionnistes et des classes populaires rurales. Les deux
sont tout aussi importantes l'une que l'autre, et on ne peut pas juste choisir l'un, comme on l'a entendu tout à l'heure. Ça nous paraît plus réalisable que les autres blocs. Disons, là, les contradictions sont encore plus fortes. C'est vrai que le bloc national patriote, enfin de droite nationale, vous avez là une contradiction complète entre un électorat Marine Le Pen rural et populaire, un électorat Zemmour urbain et ultra-bourgeois. Là, la pente du vote par rapport à la richesse de la commune est encore plus fort que le vote Macron, encore plus bourgeois que le vote Macron. Donc là, vous avez une contradiction en termes de programme socio-économique, fiscal, totale. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit l'issue la plus probable de tout ça, c'est quand même que la gauche parvienne à élargir sa base populaire face à un bloc qui deviendra plutôt libéral national et qui perdra une partie de son langage populaire. Mais ça demande quand même une chose, c'est la capacité de la gauche à parler, discuter, délibérer, trancher de façon démocratique ces différences sur les programmes, sur les personnes, en se respectant, dans le cadre d'une fédération démocratique. Enfin, et là, on voit qu'il y a du travail à faire. Et donc, les échappées individuelles où chacun est sur sa petite niche et puis certains essayent absolument de faire croire qu'ils parlent plus fort que les autres alors que le programme n'est pas forcément à la hauteur, ça marche pas. Donc, c'est ça. Et là, il va falloir sortir de ça, c'est certain. Julia Cagé, mot de la fin. Non, le mot de la fin. Sur nos débats, en tout cas. Non, mais ce qui nous rend aussi optimistes, il y a la cohérence du bloc de gauche qui peut s'élargir vers les classes populaires et vers les abstentionnistes. Il y a la fragilité du bloc national patriote. Il faut quand même aussi rappeler la fragilité, on n'en a pas beaucoup parlé, du bloc libéral progressiste actuellement au pouvoir. Le vote Macron. On a essayé de mettre des noms dans lesquels les partisans peuvent se reconnaître, mais c'est vrai qu'on peut les discuter. Hein. C'est pas une figure de style quand on dit que le vote Macron est le plus bourgeois de l'histoire. Vous prenez toutes les élections présidentielles depuis 1848, toutes les élections présidentielles législatives depuis 1848, vous regardez le lien entre le revenu des communes ou le patrimoine, le capital immobilier des communes et le vote, vous avez la pente la plus marquée. Non seulement vous avez une pente très marquée en haut de la distribution qui fait ressembler le vote Macron à la droite traditionnelle, mais il a complètement perdu l'intégralité du vote des communes les plus populaire. Et ça devrait aussi nous inquiéter pour l'état de la démocratie. Vous avez un bloc qui pense pouvoir se maintenir seul au pouvoir en disqualifiant les deux oppositions, qui refuse l'alternance, qui refuse le débat démocratique. Et c'est ça aussi qui est assez inquiétant pour 2027, parce que c'est ça qui vient nourrir l'abstention, qui vient nourrir le rejet de la démocratie. Et c'est vrai que cette crise démocratique, le bloc macroniste central en porte une énorme responsabilité et devrait s'interroger. Comment on peut rester au pouvoir avec moins de 30% de l'électorat et un électorat qui est l'électorat le plus favorisé de toute l'histoire de France. Et derrière, c'est la responsabilité aussi de la gauche, mais d'avoir une manière d'être majoritaire dès le premier tour, mais aussi d'avoir une façon de l'emporter au second tour pour proposer une alternative aux citoyens. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. François Ruffin, député à LFI de la Somme, Julia Cagé et vous, Thomas Piketty. Thomas Piketty, j'ai une question en Mediapart que je ne peux pas ne pas vous poser. Mercredi 13 septembre, vous avez été condamné définitivement pour diffamation publique envers Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture. Ça concerne des propos que vous avez tenus dans un amphi à Toulouse après avoir été interpellé par une étudiante sur des faits de violence sur concubins, pour lesquels Aurélie Filippetti avait porté plainte en 2009, procédure classée sans suite quelques mois plus tard. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, parce qu'il n'y a pas eu de commentaire de votre part là-dessus? Non, j'ai pas de commentaire. Il y a eu deux jugements contradictoires de la justice. Le tribunal de première instance a considéré que les violences subies par mes filles étaient suffisamment étayées pour justifier mes propos. Le tribunal en appel a eu un jugement contradictoire que je respecte évidemment entièrement. Je n'ai rien à ajouter. Vous comprenez bien que s'il y a des jugements contradictoires, c'est que les choses sont forcément plus compliquées que ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Et toi aussi, Mathieu, pour ce débat très intéressant. On se retrouve très vite sur Mediapart. Vous le savez, cette émission, elle est en accès libre. Donc, si vous pouvez vous abonner pour nous aider à produire des émissions de ce genre, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à Mediapart. Bonne journée, bon week-end.